Dominique Plion va maintenant nous rejoindre. Dominique Plion, vous êtes professeur d'économie financière à l'université Paris 13. Vous participez à l'édition de plusieurs revues. Vous êtes militant altermondialiste, porte-parole d'Attaque France depuis 2013, après en avoir été président de son conseil scientifique. Et vous dirigez au sein du Centre d'économie de l'université de Paris-Nord le pôle spécialisé en économie financière. Ça fait long à mettre sur une carte de visite. Et vous publiez régulièrement des articles dans l'hebdomadaire Politis. Merci. D'abord, merci à l'équipe de l'IREPS, à François, à Anne, à tous ceux qui ont organisé, Joël, cette journée très réussie. Je ne dis pas ça parce que je parle maintenant, mais jusqu'ici, en tout cas. Et vraiment, je pense que ça nous va droit au cœur, tout ce qui est dit aujourd'hui, parce que c'est Bernard, mais à travers Bernard, c'est beaucoup de valeurs que nous partageons qui sont concernées. Alors, vous avez pu le voir dans la matinée, depuis le début de l'après-midi, que Bernard était une personne très riche, avec de multiples facettes. Et donc, je vais en développer deux particulièrement. La facette du citoyen et la facette de ce que j'appellerais l'intellectuel engagé. Alors, j'ai surtout connu Bernard dans la phase chronologique indiquée François, quand il est monté sur Paris, comme on dit, quand il est venu sur Paris en 98. C'est le moment où Attaque a été créé, comme l'a dit René Passet. Et donc, il s'agissait de créer Attaque et son conseil scientifique. Donc Bernard, avec René, avec d'autres, ont été les fondateurs d'Attaque et de son conseil scientifique. L'idée, c'était à l'époque, vous vous rappelez peut-être, il y avait une crise monumentale dans le monde, surtout ce qu'on appelle aujourd'hui les pays émergents, en Asie, en Amérique latine, en particulier en Europe aussi. Un certain nombre de pays étaient dévastés par la finance, la spéculation internationale. Et donc, on a dénoncé cette finance, tous azimuts. C'est les dangers de ces politiques néolibérales. Et c'est là que s'est forgé le concept d'altermondialisme. Un autre monde est possible. Et je pense que Bernard portait ces valeurs-là. Altermondialiste, d'ailleurs, on peut l'entendre de deux manières. C'est un autre monde est possible, donc d'autres valeurs, d'autres façons de vivre ensemble. Et puisque je dis ensemble, dans alter, il y a altruisme ou altérité, c'est-à-dire les autres comptent beaucoup. On ne doit pas regarder les autres comme des adversaires avec qui on fait la guerre économique, par exemple, mais des gens avec qui on est des égaux, avec qui on va échanger sur une base égale, si possible à l'échelle, évidemment, internationale. Car l'altermondialisme est favorable, bien sûr, à l'ouverture des peuples, la communication des peuples entre eux. Ceci est assez important. Alors, j'ai eu la tâche difficile de succéder à René Passet, et à Bernard comme responsable de l'animation du conseil scientifique, comme ça a été dit à l'instant. Donc ça a été dur parce qu'ils sont partis l'un et l'autre, et il a fallu reprendre le flambeau, mais ils avaient lancé la machine, et donc ce conseil scientifique a été pendant pas mal d'années, au début des années 2000, un endroit où se rencontraient beaucoup d'intellectuels, beaucoup de personnes dans le mouvement social, des syndicalistes par exemple, des représentants d'ONG, pour essayer de forger une réflexion collective sur la manière de changer la société, ici et maintenant, en France, mais aussi dans le reste de l'Europe et du monde. Et ce qui nous rassemblait, c'est qu'on était là vraiment ensemble pour essayer non seulement de critiquer, mais de proposer. Et Bernard, de ce point de vue-là, était toujours, ça a été dit à plusieurs reprises, en quête d'idées nouvelles. Il ne manquait pas d'imagination et de créativité. Et je dirais que ce qui caractérise aussi Bernard, c'est le fait qu'il a été de toutes les entreprises dont l'objectif était de pourfendre l'orthodoxie économique, l'économie dominante. Et j'en citerai trois, dont on a déjà parlé, mais avant même Attaque, avant même les économistes atterrés, il y a eu un mouvement qui s'appelait les mouvements des économistes contre la pensée unique. Et dans les années 90, et Bernard a été dans ce mouvement un des piliers, avant même Attaque, avant même les économistes atterrés. Donc il a toujours été là. Je dirais qu'un autre mot qui le caractérise, c'était un complice. Alors, on a employé le mot ce matin d'image d'un oiseau, d'un rossignol. En effet, Bernard, c'est quelqu'un qui passait d'un endroit à l'autre. Et il a vite quitté l'animation du conseil scientifique, surtout qu'il était vice-président. Il avait horreur des honneurs, mais aussi des responsabilités de ce type-là. Donc, il était très content de faire autre chose. Et c'est là qu'il s'est beaucoup investi, d'ailleurs, dans les médias. Mais c'était un complice parce que dès qu'on lui demandait, dès qu'on l'appelait, est-ce que tu veux nous aider pour un papier, ou est-ce que tu veux participer à une réunion qu'on nous fait pour nous aider à l'animer, pour plancher sur tel et tel sujet, il répondait toujours présent. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est un complice, en quelque sorte, fidèle. Alors,
Bernard avait deux armes, au risque de me répéter un peu par rapport à ce qui a déjà été dit, mais je vais le dire à nouveau parce que ce sont deux armes qui sont malheureusement et étrangement absentes. Alors deux armes qui sont aussi de qualité, hein, étrangement absentes chez beaucoup, et même on pourrait dire la majorité des économistes aujourd'hui. D'abord, c'est quelqu'un qui avait un humour ravageur, mais en même temps plein de finesse. C'était pas les gros sabots, c'était toujours un humour, je dirais, c'est paradoxal, bienveillant. C'est-à-dire, il attaquait, mais c'était jamais pour faire mal à l'autre, c'était simplement pour défendre une idée et pour essayer de faire passer un message. Il avait toujours un sourire aux lèvres. Quand on le voyait, d'ailleurs, on se demandait s'il se moquait pas de vous. Hein, vous lui disiez bonjour et un petit rictus, un petit sourire. Mais ça faisait partie de sa personne. C'était quelqu'un d'aimable de ce point de vue-là. Et il pratiquait aussi l'autodérision, ce qui est là quand même la forme d'humour la plus subtile. Hein. C'est-à-dire qu'il ne se prenait pas au sérieux, il se critiquait, et quand il proposait une idée, tout de suite, il la remettait en cause. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ce qui fait qu'on ne s'ennuyait jamais avec lui. Alors, on ne s'ennuyait jamais sur une base personnelle, individuelle, quand on parlait avec lui, mais vous l'avez entendu dans les médias, sur France Inter notamment, on ne s'ennuyait pas. Dans les émissions où il débattait avec Dominique Seux, par exemple, rarement on s'ennuyait parce qu'il était là avec son humour. Et puis sa deuxième arme, qui est aujourd'hui, malheureusement encore une fois, de moins en moins répandue, c'est l'érudition. C'est quelqu'un qui avait une culture extraordinaire. Une grande culture d'abord dans le domaine des sciences sociales, et il a débordé, bien sûr, s'intéresser à l'histoire, à la sociologie, mais il est allé sur les champs, les domaines de la psychanalyse, mais aussi, il s'est beaucoup intéressé, comme on l'a vu, à la littérature, et il avait une passion même pour la littérature, et il a essayé de faire le pont d'une manière très intéressante, originale, propre à sa propre démarche intellectuelle, entre la littérature et l'économie. Et son dernier livre publié, Welbeck, économiste, c'est exactement cela. C'est-à-dire qu'il prend un écrivain et il essaye de décoder la littérature des écrits de cet écrivain pour montrer la pensée économique qu'il y a dans ses livres et pour montrer qu'elle est finalement plus profonde à bien des égards que le discours souvent abstrait des économistes. Une autre caractéristique de Bernard, enfin, c'est que c'était, je dirais, un opposant né. Hein. C'est quelqu'un qui, dès qu'il y avait un combat, il était là. Quand je dis bien un combat, c'est un combat d'idées. Il aimait bien croiser le fer hein, par rapport au débat d'idées. Alors, dans les médias, l'émission de Dominique Seux, dont il était question il y a un instant, quand il a disparu, hélas Bernard, il a fallu le remplacer. Alors, il est irremplaçable, évidemment. Et donc, il y a un certain nombre d'économistes, dont je suis, qui ont été appelés à venir une fois de temps en temps au débat écho face à Dominique Seux. Et c'est là que j'ai vu le talent de Bernard, c'est-à-dire la difficulté que j'avais à débattre dans d'aussi bonnes conditions que Bernard, avec autant de légèreté et d'efficacité face à Dominique Seux. Dominique Seux a une expérience importante, certes, mais Bernard était toujours capable de prendre, je dirais souvent, peut-être que je ne suis pas objectif, mais il prenait le dessus. Il baladait souvent Dominique Seux parce qu'il était capable de jouer, de le mettre en boîte, si je peux employer cette expression, et de prendre des chemins de traverse, c'est-à-dire d'élargir toujours le débat. Et c'est ça que je crois qui rendait le débat écho, disons, intéressant. Et vraiment, quand on lui succède à cette émission, ben, c'est très difficile. C'est très difficile d'essayer de faire aussi bien. Alors, je vais vous citer un passage de Welbeck, économiste, qui montre à quel point la langue de Bernard, l'écriture de Bernard en particulier, était ravageur, était dure et efficace. Hein, je cite. « Nietzsche avait cru que la science mettrait à mal la philosophie. Faux. Elle, la science, fut remplacée par des pseudosciences, en tête desquelles l'économie, dont l'hyperbolisme mathématique dissimule mal le néant conceptuel. Point. La mathématique est avec le jargon la ruse mimétique qui dissimule le cancer économique dans le corps social. » Quand vous avez lu ça, bon, vous voyez que c'était sans concession. Mais je pense que ce genre d'écrit fait mouche quand on lit ça, bien, voilà, on se rappelle de ces phrases très, très, très fortes. Alors, je ne vais pas trop développer ce point parce que d'autres, et notamment Edwin, l'ont bien fait avant moi. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas parler de Bernard sans parler de son admiration. Et le mot admiration est trop faible envers Keynes. Et Keynes, qu'il a contribué mieux que nul autre, à bien des égards, à vulgariser. Il y a eu avant, ça a été mentionné, des universitaires brillants comme Barrère, qui ont présenté les œuvres de Keynes. Mais lui, il avait la capacité, Bernard, d'être simple, sans renier l'essentiel. Et il a écrit un livre tout à fait merveilleux que même des non-économistes peuvent lire, qui est Bernard Maris, c'est Keynes
ou l'économiste citoyen, que je vous recommande. Et là, je vais vous citer deux phrases, là aussi très limpides et très lapidaires, qui montrent bien ce que pensait la pensée économique de Keynes, mais en fait celle de Bernard Maris. Keynes est un pur économiste, c'est-à-dire qu'il ne peut envisager l'économie sans l'art, la politique, le bien-être. Voilà. Quand on lit deux phrases comme ça, on a compris la philosophie de Keynes, mais pourquoi aussi Bernard s'identifiait tellement à cette philosophie. Dans l'ordre de la théorie économique, à mon avis, une des contributions majeures de Bernard, outre le fait qu'il a beaucoup avancé sur un certain nombre d'idées, ça a été dit, la psychanalyse, la monnaie, je voudrais insister sur un point dans son anti-manuel, qui a, je crois, influencé beaucoup d'étudiants, beaucoup l'ont lu, certains ont décidé de faire de l'économie, d'ailleurs, après avoir lu cet anti-manuel. Il a une capacité dans ce livre à faire comprendre les vrais ressorts de l'économie sans sacrifier l'essentiel. Et même, il est capable dans ce livre de montrer que les modèles traditionnels tels qu'ils sont enseignés eh bien, sont mal présentés. Et il déforme la réalité, plus exactement. Et je prends un exemple, alors excusez-moi pour les non-économistes, là peut-être ça paraîtra un jargon un peu technique, mais il y a un modèle qui est enseigné dans toutes les universités en économie, à partir, disons, de la deuxième année, c'est un modèle ISLM, un modèle d'équilibre général appliqué à la théorie keynésienne. Ce qui est une aberration, puisque Keynes était un théoricien du déséquilibre. Donc il y a là deux philosophies qui s'opposaient. C'est un autre économiste X qui a présenté cette modélisation et qui a indiqué qu'il avait trahi, il avait reconnu qu'il avait transformé, pour ne pas dire trahi, la pensée de Keynes dans ce modèle. Eh bien, Bernard, dans son anti-manuel, est capable de prendre ce modèle, de le critiquer et de montrer aux étudiants, même si au départ ils ont des bases d'économie relativement légères, pourquoi eh bien, ce type d'approche de l'économie n'est pas la bonne approche pour comprendre la réalité économique. Vous voyez ? Donc il avait une capacité d'expliquer, de critiquer d'une manière simple des choses tout à fait fondamentales. Alors, si Bernard était attiré par Keynes, je dirais que c'est non seulement à cause de ses idées économiques, de ses approches théoriques, dont je viens de parler en partie, dont d'autres ont parlé avant moi, mais je pense qu'il était aussi quelque part, au moins, si ce n'est plus, attiré par la personnalité. La personne de Keynes. On ne peut pas séparer l'œuvre et la personnalité, certes, mais Keynes était quelqu'un de complexe, riche et même ambigu, et cela, disons, intéressait plus qu'intéressait, fascinait Bernard Maris. Et du coup, je crois qu'on peut tracer un certain parallélisme entre la personnalité de Bernard et celle de Keynes, en raison de leur richesse, de leurs facettes multiples, et en fait de leur humanisme aussi, de leur courage. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait important. Alors, pour terminer, et je me ferai l'écho déjà de choses qui ont été dites en m'excusant, je dirais que Bernard était quelqu'un qui se battait pour changer le monde. En cela, je pense qu'il était un altermondialiste, si vous voulez, quelqu'un qui voulait et qui croyait, ça a été dit notamment par Edwin, qui croyait à la force des idées pour changer le monde. Mais je dirais qu'il avait un optimisme, mais un optimisme très inquiet. C'est-à-dire qu'en fait, quand on lit ses écrits, et là je vais vous lire la fin de son livre sur Keynes, quelques lignes, où on montre qu'il rêvait, mais en fait, il craignait que ça ne se produise pas, que ce monde meilleur dans lequel nous souhaitons arriver eh bien, ait du mal à accoucher. Et voilà les quelques phrases que je voudrais vous lire pour terminer, et qui sont donc extraites de son livre sur Keynes. Aujourd'hui, la seule raison de vivre des classes dirigeantes paraît être l'accumulation pour l'accumulation, l'argent pour l'argent, la productivité pour la productivité, la vitesse pour la vitesse. Le rentier, l'homme des intérêts composés, Midas, Harpagon. Le message de Keynes sonne comme un tintement de clochette dans le fracas du périphérique. Il songeait que les hommes des années 2030 ne travailleraient que 30 heures par semaine et consacreraient leur loisir au culte de l'amitié et de la beauté. La seule chose qui pourrait les empêcher de le faire serait la peur de la liberté. Et la dernière phrase de son livre, « L'homme osera-t-il être libre ?» Eh bien, je dirais pour terminer que Bernard a été un homme libre, il a osé être libre, et il a payé de sa vie, parce qu'il a payé de sa vie une forme de liberté qui est la liberté d'expression, qui est aujourd'hui menacée par les nouvelles formes de totalitarisme du XXIe siècle.